bonjour à tous. Nous voilà pour donc notre émission Résistance de Couleur Café Citoyen, numéro 7. J'aime bien le 7, moi. C'est un chiffre cosmique. C'est un bon chiffre. Ouais, c'est un beau chiffre. C'est chouette, le 7. Et donc, aujourd'hui, notre thème, c'est l'histoire, enfin l'histoire de Lyon. Et donc, à ce propos, nous avons nos chroniqueurs habituels, mais on a aussi une invitée, enfin deux invités, donc je vais les présenter. Donc il y a Julie du journal lyonnais Ficelle, rédactrice en chef et créatrice du journal. Tu veux nous expliquer, salut. Bonjour. Nous expliquer ton parcours. Et Léa Meyer, c'est ça, qui est... C'est ça. Salut, journaliste, étudiante journaliste. Tout à fait. Voilà, on va commencer par donner la parole à toi. Salut, salut Léa. Bonjour. Donc moi je suis étudiante en master 1 de journalisme à l'ISCPA à Lyon. Et à côté de ça, j'anime une chronique culturelle les vendredis soirs à Radio Brume. Voilà. Ah, cool. Ça s'appelle comment l'émission vendredi soir à Radio Brume? La à mon époque, moi, c'était... il y avait des noms spéciaux parce que c'était Radio Brume, on pédalait pour que ça marche. Hein, Radio Brume. Nous, c'est toujours Radio Brume. Et ça pédale pas? Ça pédale plus? Ça pédale un peu, mais ça pédale bien, on se marre bien. Alors, je sais pas si c'est encore pareil, mais nous, les platines tenaient avec du scotch. Le verre du studio était brinque-ballant, donc il fallait pas qu'on pousse les chansons trop fort parce que ça bougeait, il y avait des bruits de fond. C'est les années 70, ça. Arrête de me vieillir comme ça. Donne-moi 10 ans de moi, s'il te plaît, quand même, des années 80. Bon, bah, tu t'interviendras, donc tu nous diras un petit peu au cours de l'émission ce que tu penses de ce qui s'y passe. Salut Julie. Salut. Alors vas-y, présente-toi. Alors dis-nous tout sur ton fameux journal La Ficelle. Alors moi j'ai créé le journal il y a presque 11 ans maintenant, sur la Croix-Rousse au départ, pour parler de choses qui me passionnaient. C'était l'histoire de la Croix-Rousse au départ. L'histoire de la Croix-Rousse qui est très riche, qui est plus que romaine, donc c'était même avant, c'était gaulois. Même encore avant, il y a tout eu, donc toute l'histoire de Lyon se résume un petit peu dans la Croix-Rousse. Oh, Toutatis, serait-ce toi? M'invites-tu en ton abalon la secrète, où les pommes poussent toute l'année? J'ai créé le journal, donc qui est un journal gratuit, qui ne fonctionne qu'avec des annonceurs locaux, donc de commerçants du secteur. Et puis petit à petit, le journal s'est un petit peu agrandi sur le secteur, pas dans la structure, mais sur le secteur. On a commencé à parler de Lyon, à parler des alentours de Lyon aussi, jusqu'au Beaujolais. Aujourd'hui c'est un mensuel, donc on a 10 numéros par an, il est toujours gratuit et on parle toujours de l'histoire de Lyon. Ouais, c'est super. Et du coup, vous êtes distribué à combien d'exemplaires? 15 000 exemplaires. Ah ouais, c'est un gros c'est bien. Et c'est un gros petit journal. T'as eu l'idée toute seule? Et Oui. Moi je suis sortie de l'école donc de l'ISCPA il y a quelques années maintenant, et puis je voulais pas quitter Lyon pour trouver du boulot, donc j'ai créé mon journal pour me créer mon boulot avec des sujets qui me passionnaient vraiment. Ça c'est génial, c'est un bon exemple de allez-y, croyez en vos rêves, voilà. Hein, ça va être super. Et on reviendra bien sûr sur La Ficelle. Salut Albert, t'es de retour parce que t'étais pas là pour la 6e, hein, je te signale. Oui, de temps en temps, le week-end, hein, faut aller faire la fête. Il avait piscine. Il avait quoi, piscine? Aquaponé, précisément. Oh putain. Il y a des cours de sirène sur Lyon, hein, si ça t'intéresse. J'enregistre. Salut. Toi, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Du coup, moi, je fais un petit bout sur l'aviation, à Lyon, et sur les aviatrices du début du siècle, du XXe siècle et de la fin du XIXe, qui ont un rapport avec Lyon. Ok, donc tu vas nous parler du grand Saint-Exupéry. Non, même pas. Ah non, j'ai décidé les aviatrices. C'était pas une aviatrice. Non, mais c'était un aviateur lyonnais. Hein, l'émission s'appelle Résistance. Il faut faire honneur à la résistance, et les aviatrices de cette époque ont donné d'elles. Ouais, c'est un texte aussi, non, dans son genre. Il a quand même écrit Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Oui, il a pas écrit La Petite Princesse. Non, donc, c'est quand même, c'était quand même un livre un peu alchimiste. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est un bouquin qui en apprend beaucoup sur la vision du monde et ça ferait du bien. Je sais pas s'il est encore étudié à l'école d'ailleurs, Le Petit Prince. Vous dites-moi non? Oui, non, non. Si, je confirme. Tu confirmes quoi? Ah oui, je confirme. Qu'il est toujours.
On gave encore les mômes, les Oh, pauvres. arrête. Non, mais alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Le texte est magnifique. Le problème, c'est que faut pas qu'il y ait un intermédiaire professionnel au milieu. Quoi. Oui. Il y a une contradiction par rapport au texte et le contexte. Moi, je n'ai aimé le texte que parce que j'ai quitté l'école. Hein. Parce que quand on en parlait à l'école, j'ai fait c'est bon. Hein, Ouais. on Il le présente pas de manière philosophique. En fait, il présente absolument pas la dimension philosophique du Petit Prince. Bon, enfin là, on dérive, mais salut Guillaume. Ah oui, t'as pas de micro, toi. Ben ouais. Non, on l'a Bonjour, censuré. Galia. On veut plus qu'il parle. On l'a censuré. Si, parce qu'en fait, il a quand même des choses intéressantes à dire sur Lyon, parce qu'il a plein d'anecdotes. Il a plein de petits trucs. Tu nous diras ça tout à l'heure. Sur Lyon, ville secrète. Voilà. Salut Jean-Phi. Salut. T'as des trucs à dire sur ouais, toi t'es un Lyonnais, non? Moi, je suis un Lyonnais pur souche. Alors, vous allez m'énerver. Vous allez voir, je vais reprendre l'accent lyonnais quand je m'énerve. Donc, on l'entend tout de suite. Et le vocabulaire aussi. Et le vocabulaire aussi. Salut Maryse. Salut. Bon, alors on va attaquer. Je vais commencer comme d'habitude à donner la définition d'histoire, bien que ce soit un peu banal, mais bon, c'est toujours intéressant de de s'en souvenir. Donc l'histoire, d'après le petit Robert, on change entre le Larousse et le Laubert, ou le petit Robert. Voilà. Alors, c'est la connaissance et le récit des événements du passé, des faits relatifs à l'évolution de l'humanité, qui sont dignes ou jugés dignes de mémoire. Qui est juge? Voilà. Et ça c'est tout le débat. On rejoindra plein d'amis qui contestent plein de thèses historiques. La mémoire collective. Ou alors la mémoire du gagnant. Ouais, j'allais dire les vainqueurs. Du Hein. plus fort. Ouais. Voilà, c'est ceux qui écrivent l'histoire. Donc voilà. Il faudrait trouver les écrits des perdants. Ils doivent avoir des traces, non? Bah non, par définition, on trouve pas les écrits des perdants, puisque ça brûle avec les perdants, les écrits des perdants. Ah ouais. Ah, donc vous pensez que les gilets jaunes n'est qu'un petite flamette. De quoi? Le gilet jaune. Ouais. Il est perdu dans le temps déjà, le malheureux. L'histoire l'a déjà effacé. Bon, ouais, Même on pas verra. une trace. Attends, on verra. Il va peut-être rester dans l'histoire. Tu veux en parler des gilets jaunes, Julie? Dans la ficelle n'a rien à voir avec la Croix-Rousse. Non, mais il y a les cahiers de doléances qui gardent des traces des écrits des gilets jaunes. Donc il y a une trace. Ouais, il y a une trace. Il y a aussi des archives importantes, non, sur la Croix-Rousse. Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a des choses, t'as fait des numéros sur l'histoire? Oui, nous, on n'a pas les gilets jaunes, on a eu les canuts. Ouais. Qui sont, La révolte. des canuts. qui sont importants dans l'histoire, même l'histoire de l'humanité, en l'occurrence, puisque la révolte des canuts, c'est la première révolte de lutte des classes dans le monde, si je ne m'abuse, et donc c'est lyonnais. C'est croix-roussien lyonnais, ouais. Ah, ça y est, les Et c'est une des raisons pour laquelle tous les penseurs anarchistes sont Marx. venus à Lyon. Ouais. Ah ouais. On Marx retrouve- s'est inspiré des canuts, ouais. Marx s'est inspiré des canuts, et on a tous les penseurs anarchistes sont passés un moment à Lyon, à la Croix-Rousse, justement par rapport à cette révolte des canuts, Ouais. pour essayer de s'en inspirer, et leur écrit est insufflé par cette révolte des canuts. Tout à fait. Et c'est assez impressionnant quand on voit les biographies des anarchistes russes ou n'importe quoi. Il y a un moment, ils sont passés à la Croix-Rousse. Ouais, Et c'est les pentes de la Croix-Rousse sont encore très peuplé. peuplées, ça c'est sûr. Ah, ça mais, c'est sûr, hein. Non, mais peuplé de- d'anarchistes, et alors Ouais. maintenant ils appellent les libertaires, mais c'est encore un endroit qui est très vivant pour les libertaires. Ouais. C'est un peu la Mecque de l'anarchisme. Et de la culture, parce qu'il y a beaucoup de potes régisseurs, artistes qui habitent la Croix-Rousse. Et à chaque fois, effectivement, à toutes les élections, la Croix-Rousse se démarque par ses résultats. Le premier arrondissement. se ouais, démarque. oui, pardon. Oui. Oui. Ouais. Alors c'est la Croix-Rousse, c'est le quatrième. Ah non, pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a les pentes de la Croix-Rousse et le plateau de la Croix-Rousse, mais il y a quand même une différence entre le premier et le quatrième, notamment pour les votes. C'est plus Ouais. marqué le premier arrondissement que quatrième. Voilà, donc effectivement là où il y a bien les gauchos. Donc si vous voulez faire de la On fait pas des résistance, copains. c'est toujours dans le quartier des Canuts. Et puis la Croix-Rousse, il y a aussi le sous-sol. Oui, il y a le sous-sol. Il y a Ah, aussi le l'histoire du sous-sol de la qui est, Croix-Rousse. Alors là, c'est le sujet de la ficelle, attention, les arêtes de poisson, c'est vraiment... ça, je peux vous en parler des heures, si vous voulez. Ah oui, on adore. C'est quoi une arête de poisson? Alors, c'est les arêtes de poisson, c'est un réseau souterrain qui ressemble à des arêtes de poisson, qui sont sous les pentes de la Croix-Rousse. On ignore complètement la fonction de ces réseaux souterrains. C'est un réseau souterrain absolument gigantesque. Donc on a deux énormes galeries qui sont la colonne vertébrale du poisson et 32 galeries latérales.
Ça fait plusieurs kilomètres de long. Enfin, c'est vraiment très très gros et ça descend toutes les pentes de la Croix-Rousse entre la rue des Fantasques et le tunnel de la Croix-Rousse. Et on ignore tout. Alors, il s'est passé des choses quand même depuis quelques années. C'est là où l'histoire rejoint la légende, parce que les légendes sur les tunnels de la Croix-Rousse, il y en a. On pourrait en faire. Ah oui, puis alors les tout un arêtes de livre. poisson, c'est un vivier de légendes maintenant, de fantasmes, d'hypothèses qui est fabuleux dans un truc comme ça aussi gigantesque qui n'a absolument aucune histoire. C'est qu'on peut tout inventer dessus et qu'on peut se faire plaisir. Enfin, la ficelle, on le fait beaucoup de rêver à ce que ça pourrait être, sauf que maintenant on a quand même une datation historique avec des datations au carbone 14 et donc ça date du 1er siècle, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Donc les canuts, on peut en profiter pour faire leur révolte ou les pas? résistants s'en sont servis a priori. Les canuts, est-ce qu'ils s'en sont servis? Je ne sais pas parce que c'est quand même assez profond. Donc il faut quand même être équipé. Mais je pense que toutes les époques ont connu les arêtes de poissons et s'en sont servis, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas aussi un réseau souterrain sous tout Lyon en fait, parce qu'il me semble que sous tout Lyon, il y a de l'eau. Donc Il y a moi, les égouts. s'il y a quelqu'un qui me prévoit un passage souterrain pour aller sous le Rhône, je le laisse y aller en avant. Vas-y, on a le métro. Il y a le métro, ouais. mais il y a pas tunnel. il y a pas de tunnel. Non, il y a aussi un réseau de tunnels à Fourvière. Oui. Où on peut passer. Alors, on va peut-être pas le donner parce que ça va peut-être donner des idées à certains, mais sous l'amphithéâtre, il y a une entrée où on peut passer, où on peut aller en dessous. Ouais, c'est les traboules. Les Ce sont traboules, traboules. Ah non, c'est pas les traboules. Là, Ah non, c'est on va l'entrée, directement sous Fourvière. Ah oui, d'accord. Il y a C'est des l'histoire souterrains. du lac souterrain. On peut faire partie de la légende du lac souterrain qu'il y a sous Fourvière, mais il y a plusieurs entrées à Fourvière, et alors là aussi on est dans la légende, on ne sait pas jusqu'où vont ces tunnels parce qu'il n'y a pas eu de cartographie des tunnels de. Alors on de a quand même Fourvière. des associations qui ont beaucoup travaillé pour ça, des gens qui ont essayé de faire des cartographies, puis on a surtout Jean-Christophe Barbier dans les années 80 qui a fait son bouquin sur le ventre de Lyon et qui a essayé de cartographier le plus possible les souterrains. Il y en a qui sont éboulés où il n'a pas pu oui, aller. on a encore des trous, des trous. Et même lui a expliqué qu'il y en avait plein auxquels il n'avait pas pu avoir accès parce que trop dangereux et compliqué, et qu'il avait accès qu'à une partie seulement de ces tunnels. Et sous la Croix-Rousse aussi, on a des arêtes de poissons, mais toute la Croix-Rousse, les deux collines sont cafis de souterrains. Il y en a vraiment partout, que ce soit des souterrains romains, que ce soit des souterrains moyenâgeux. Donc il y a des gens qui ont creusé eux-mêmes pour aller chercher de l'eau. Il y en a qui ont creusé pour aller piquer l'eau du voisin. Il y a beaucoup de tunnels qui sont fabriqués pour drainer l'eau quand même, donc par les Romains notamment. Donc on a des souterrains absolument partout. Et est-ce qu'au niveau archéologique, il reste des traces dans ces tunnels? C'est-à-dire? Ben, je sais pas, est-ce qu'il y a des fresques, est-ce qu'il y aurait des choses écrites? Il y a plein de tags. Oui, il y a beaucoup de tags. Alors, je sais pas si tu peux mettre ça sur forme archéologique, mais alors il y a plein de tags. Pour les arêtes de poissons, notamment au niveau archéologique, il y a des traces de doigts et il y a des inscriptions. Qui a priori, alors là c'est tout un débat parce que le problème des arêtes de poissons, c'est qu'il y a eu une étude préventive archéologique avant la création du second tube du tunnel de la Croix-Rousse, mais qui n'a pas été vraiment abouti dans le sens où ils sont arrêtés sur l'étude officielle au fait que c'était du XVIe siècle. Après il y a eu la datation au carbone 14, mais il n'y a pas d'étude aujourd'hui qui est vraiment commandée par la ville de Lyon, par le Grand Lyon. Ah oui, ça c'est dommage. Et du coup il y a encore il y a plein de choses qu'il faudrait savoir à découvrir. Donc il y a ces traces de doigts. Alors les archéologues en ont parlé et puis on fait des études quand même dessus. Mais des inscriptions il y en a, oui. Mais on ne sait pas les dates. Il y a même des numéros de téléphone, mais c'est pas Tu es trop contemporain. Non, mais c'est une belle ville, Lyon. Il y a plein de choses à dire. Non, mais par contre, il faut quand même signaler à nos auditeurs, on n'a pas le droit d'y aller. Hein. Ah oui. Voilà, Si, on en parle, on mais peut, on peut y aller avec les services du Grand Lyon. Voilà, sur une c'est très visite encadré. qui est encadré et à Et condition de guidé. connaître les bonnes personnes pour pouvoir y aller. Ah, pas pour les journées du patrimoine, par exemple, c'est pas Non, ouvert? C'est trop dangereux. Ah, C'est ouais, enfin, c'est 30 mètres de profondeur. et il y a beaucoup de dénivelé, il y a des trous. Enfin Ouais, voilà, c'est- on n'y va pas comme ça la fleur au fusil parce que si on se casse la gueule, il y a personne pour nous Et remonter. il n'y a hein. pas de réseau téléphonique. Voilà, donc il y a personne pour nous remonter. Non, c'est extrêmement dangereux. Il y a des visites guidées quand même d'organiser avec des associations Ouais. lyonnaises. Alors non, pas dans les arêtes de poissons. Dans les parties souterraines au niveau des quais. Ouais. Ça pourrait faire un bunker. Et c'est complètement. prévu, il y en a. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai rien inventé. De toute façon.
Bah écoute, c'est super parce que d'ailleurs Lyon est un peu connu pour sa résistance historique tout au long de son, n'est-ce pas, Guillaume, colline de je sais pas quoi là. Moi je crois que c'était le nom de la connaissance, truc du nom, mais il m'a dit que c'était un truc de. Rien à voir avec la résistance du coup. C'était juste le nom Lugdunum d'où ça venait. Ça venait colline de Dieu. Colline de Dieu du coup chez les. Colline de Loug. De Loug. Il y a la chouette. plusieurs possibilités pour Ah bon Lugdunum. Non, on n'est pas fixé là-dessus. C'est-à-dire que ça peut être la colline du dieu Lug, donc qui était le dieu de la lumière des Gaulois. Oh, Toutatis, serait-ce toi? M'invites-tu en ton abalon la secrète, où les pommes poussent toute l'année? Ça peut être, j'ai plein d'autres choses. Alors je les ai pas en tête, mais bon, ce qui revient, c'est quand même la colline de la lumière. Mais ça peut être en rapport avec les arêtes de poisson, ça justement. Alors plus que les arêtes de poisson, le sanctuaire fédéral et l'amphithéâtre des Trois Gaules. Alors là, je suis très croix-roussienne, excusez-moi. Oui, on les connaît les croix-roussiens. Mais on aime trop ça. L'amphithéâtre des Trois Gaules a été créé pour faire plaisir aux Gaulois pas de la Croix-Rousse, de Lyon, en même temps que les tables claudiennes qui ont donné des droits à ces Gaulois. On a créé pour un événement annuel qui était le 1er août, donc l'anniversaire, c'était le jour du dieu Lug. On recevait les délégations de 60 nations gauloises sur l'amphithéâtre des Trois Gaules et sur le sanctuaire fédéral, qu'on n'a pas retrouvé le sanctuaire fédéral, mais qui était a priori à côté de l'amphithéâtre des Trois Gaules. Et on réunissait ces représentants des nations gauloises pour parler politique et pour ensuite leur donner la parole jusqu'à l'Empire romain. Comme la table ronde en fait, mais à Lyon. C'est ça? C'est un peu le même style? Non? Oui, enfin, c'est pas des chevaliers là, c'est vraiment là c'est plus vraiment c'est politique, c'est vraiment très politique et donc on les recevait pendant 15 jours, je crois, début août, et donc il y avait les jeux à l'amphithéâtre des Trois Gaules, des réunions. Et puis quand son Lyon massacrait quelques-uns. Ça se faisait le 1er août justement parce que c'était l'anniversaire du dieu Lug et c'était pour faire plaisir aux Gaulois qui fêtaient justement ce jour-là parce que le dieu Lug est le dieu le plus important pour les Gaulois à Lyon notamment. Enfin après je connais pas l'histoire des Gaulois en Gaule totale, moi je suis vraiment local et donc oui, Lugdunum ça peut être pour faire plaisir aux Gaulois d'avoir appelé cette ville comme ça. Mais il y a d'autres théories sur le nom de Lugdunum. D'accord, et vous en avez des exemples qui vous viennent à l'esprit comme ça, d'autres théories? Il y a les corbeaux, la ville des corbeaux, parce que Lugdus c'est, il me semble, le corbeau, et donc c'est aussi la colline des corbeaux. Donc il y a déjà ces deux-là, et puis il y en a d'autres. Alors c'est dans la Ficelle. C'est moins sympa les corbeaux que la lumière, quand même. Non, moi j'aime bien. C'est un animal très très intelligent. Oui. Et puis c'est druidique, c'est druidique. Ouais, mais moi il me fait plaire. Ouais, il me fait peur, moi, le corbeau. Non mais j'aime pas cet oiseau. Ah si, j'adore ce oiseau. Ça m'étonne pas. Moi je le trouve passionnant. Ouais. Plus. Oui, donc c'est super intéressant. T'as un site, t'as un lien. Oui, il y a un site internet. Alors moi j'avais une question par contre. Vous êtes combien à la ficelle alors? Alors on est beaucoup maintenant, enfin beaucoup. Moi je l'ai créé il y a 11 ans et puis progressivement mes parents sont arrivés et m'ont aidé pour la ficelle parce que j'y arrivais pas toute seule. Donc aujourd'hui il y a mon père qui s'occupe de tout ce qui est administratif, finances, etc. Ma mère qui s'occupe des photos, des articles, ma sœur qui s'occupe du site internet, et puis après on a aussi un maquettiste et des agents commerciaux. Oh, très bien, belle histoire de famille. Petite entreprise. Oui, alors entreprise bénévole, attention. Oui, non mais c'est ça. Mais oui, c'est parfait. C'est très familial maintenant. La solidarité, c'est ça. Et donc si on veut lire la ficelle, il faut faire comment? Il faut se trouver au bon moment, au bon endroit. Il est distribué dans 400 lieux sur le 6e, le 1er, le 4e, Caluire et une partie du 2e dans les commerces. Et il est sur Internet. Alors le site, où c'est qu'on va sur Internet? C'est www.laficelle.com. Merci. Et c'est gratuit, on a dit. Et c'est gratuit. C'est génial, donc c'est super. Et on peut s'abonner? On peut s'abonner à condition d'envoyer des enveloppes timbrées à votre adresse à la ficelle et nous on vous envoie le journal tous les mois.
Alors ça va parce qu'on en a, c'est à taille humaine, donc on arrive à le faire, mais si on a 2000 abonnés, ça commence, on fait que ça après. Nous, tu fais payer les abonnés après. Oui, après je les ferai payer peut-être. Oui, Pour l'instant, c'est pas l'idée. Une participation au chapeau, comme pour les artistes. Ouais, les abonnés, en tout cas, une participation au minimum à la hauteur du timbre et de l'envoi. Là, c'est plus social, c'est-à-dire que c'est plus des personnes âgées qui n'habitent plus sur la Croix-Rousse et qui ont envie de se renseigner un petit peu sur ce qui se passe. On s'abonne. Voilà. Mais vous parlez quand même d'autre chose que de la Croix-Rousse, ou vous parlez que de la Croix-Rousse? Oui, maintenant, non, parce qu'au départ, je parlais vraiment que de la Croix-Rousse. Vous êtes quand même descendu des pentes, un petit peu. Mais maintenant, oui, c'est lyonnais, voire Beaujolais, on a fait des trucs sur le Beaujolais. Ah, vous êtes allé loin. Ouais, on est allé assez loin. En fait, on le fait vraiment à l'envie, c'est-à-dire que c'est que des sujets qui nous intéressent, on se formalise pas sur ce que je me souviens avoir même fait un article sur Madame Royale, qui est la fille de Marie-Antoinette, qui n'avait absolument rien à voir avec Lyon, mais ça m'intéressait de le faire, alors je l'ai fait. D'accord. Et tu peux être intéressé ou être amené à faire des même autour de Lyon, parce que bon, je sais que Lyon part de la Croix-Rousse, on a bien compris. Ah, là, j'ai la question. Est-ce que tu t'es déjà intéressé aux Pirates du Rhône? Ah non. Voilà, parce que ici, nous sommes quand même dans l'antre des Pirates du Rhône. Qu'est-ce que c'est? Ça s'entend des fois quand même. Alors, Saint-Fond, qui est au bord du Rhône, hein, on est au niveau zéro de la mer. Donc, c'était l'endroit où tous les pirates du Rhône se trouvaient, c'est-à-dire qu'ils attaquaient au moment où les bateaux, c'est jusqu'aux années 1900, hein, à mon avis, début du siècle, hein, ça continuait. Du siècle dernier, Maryse, hein. C'est pas sous le 21e siècle. Ah bon, croyez-vous? Plus loin. Croyez-vous? Remonter un petit peu. Ouais. C'est pas possible. C'est possible. Je pense qu'il doit, je sais pas si après vous allez vous intéresser effectivement au reste de Lyon, même en sortant déjà de la Croix-Rousse à d'autres. Là, de toute façon, on a arrêté de parler de la Croix-Rousse parce qu'au bout d'un moment, on tourne un peu en rond. Oui. Donc l'histoire. On descend progressivement. Il y a qu'à luire aussi. Il y a Bellecour. Ah non, alors tout ce qui est déjà dans les guides historiques de Lyon, je fais pas. Le Gros Caillou à la Croix-Rousse, j'ai pas fait. Les Traboules, je fais pas. Les trucs qui sont trop. Le quartier de la Fourvière, Vieux-Lyon, vous avez pas fait du tout? Est-ce qu'on a fait des choses sur Fourvière? Des choses intéressantes. Sûrement. Bah si, on a fait le musée gallo-romain. On a fait si Saint-Jean, Saint-Jean sur notamment la rue Juvry, je me souviens avoir fait quelque chose, mais on fait pas la grande histoire. Nous c'est vraiment, donc vous donniez la définition tout à l'heure de l'histoire. Il y a quand même la petite histoire avec un petit H et la grande histoire avec un grand H, qui est aussi une définition. Et nous c'est vraiment la petite histoire. Tout aussi importante. Hein. Tout aussi importante, voire plus importante. Ouais. Mais voilà, nous c'est la petite histoire, donc on fait pas tous les gros trucs qui sont dans tous les guides. C'est déjà bien assez. Voilà. Et est-ce que vous avez fait un petit peu aussi des recherches sur tout ce qui est mystère et occultisme, un peu, parce que je sais que c'est un gros centre, Lyon. Oui, tellurique. j'ai pas fait. Comment il s'appelle? Allan Kardec, j'ai pas fait. Parce que je me suis posé la question, j'ai essayé de potasser un petit peu sur Allan Kardec et ça m'a pas passionné. Alors que je sais que ça passionne toute une population au Brésil qui vient en France pour des lieux de pèlerinage, pour des spécialistes. Et mais pourtant, alors j'aime beaucoup tout ce qui est mystère, tout ce qui est mais le spiritisme, j'ai pas trouvé à dire, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à dire, mais à écrire qui le sont moins. D'accord. Et c'est plus à visiter. Il y a des parcours touristiques organisés par la ville, par les associations dans Lyon, qui permettent de découvrir l'aspect ésotérique de certains quartiers. Ça a été fait notamment à Croix-Rousse, mais également dans le Vieux-Lyon. Avec quelle association? Alors que je dise pas de bêtises, j'ai plus le nom de l'asso en tête, mais on retrouvera ça sur notre il y a site. Le Mage Philippe aussi, avec sa tombe qui est au cimetière de Loyasse, qui draine aussi pas mal de monde, le parcours du Mage Philippe. Il y a eu aussi Nostradamus qui est passé par ici, qui a dû faire des petites choses. Il est passé. Alors ça m'intéresse déjà plus parce qui a annoncé le péril jaune, hein, je rappelle. Si, parce que mais je crois qu'on en a déjà parlé. Il était médecin tout simplement. Il était médecin de Catherine de Médicis. Et puis il était médecin à Lyon. Non, ça c'est comment il s'appelle celui qui a écrit. Alors c'est pas la même époque, mais Rabelais, oui. Rabelais qui était médecin de Nostradamus, il a suivi Catherine de Médicis quand elle était là. Il a combattu la peste, hein, au niveau je crois qu'il a... Il s'est installé ici. Enfin, installé, je crois qu'il est resté quelques années à Lyon, à l'hôpital, mais Nostradamus. ouais. Je pense. Après, c'est à vérifier. On va demander à nos auditeurs de vérifier. Nostradamus, oui, c'est un sujet où je regarde un petit peu en ce moment, Nostradamus, mais
Je dis Donc parce nous que suivrons rappelle- l'évolution de cette histoire. Ah oui, puisque je rappelle qu'il a prédit le péril jaune qui est en train de se passer maintenant. Je le répète, il l'a prédit. Oui, Voilà. mais bon, après, on ne sait pas s'il va durer dans l'histoire. Le celui-ci. pauvre Nostradamus. Qu'est-ce qu'on lui fait? D'ailleurs, en parlant de François Rabelais, il y a des tatas de personnalités, hein, de grandes. Bon, on va pas tous les citer parce qu'il y a une liste incroyable. L'avantage, c'est que c'était un carrefour, donc tout le monde passait par Lyon à un moment ou à un autre. Hein. Voilà, mais les plus connus sont, on l'a dit tout à l'heure, Saint-Exupéry, Louise Labbé, qui était une poétesse, Bertrand Tavernier. Je savais pas moi ça qu'il était lyonnais. Comment Ouais, ça, tu peux pas savoir? Putain, Il le non, dit dans tous ses films, c'est marqué dans tous ses films. Oui, c'est vrai, mais tu vois, j'ai Mais elle n'a pas le percuté. saut sur sa télé. On a Alexandre Astier quand même. Bon, alors il est plus récent, mais moi j'ai une petite, un petit Qui pincement, travaille en hein. famille aussi. Ouais, qui travaille aussi en famille, lyonnais. tout à fait. Qui cherche Et- des figurants pour son On a prochain Bernard film. Pivot, et puis alors j'ai découvert qu'on avait Jean-Claude Bourret. Alors ça, par contre, c'est vachement moins fun. Bah, On a si, il y Jean-Michel des Jarre ovnis, aussi. il y a des ovnis. Pardon? Jean-Michel Jarre. Ouais. Ouais, je l'ai pas cité, Jean-Michel Jarre. Bah oui, le père aussi, Jarre. Enfin, la famille Jarre, mais... Ah, Stéphane Bern aussi. Oui, ouais. Ah, donc l'histoire est bien là. Donc- Ouais, bah il m'a piqué mon idée. Non, mais tu verras, Julie, on va la développer, ton idée. Intéressant. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Léa? Oui, du coup, j'ai recherché l'info qui nous manquait pour les associations lyonnaises. Ce sera Traboul et Résistance, donc la Maison des Canuts, qui organise des événements, des visites, parfois en lien avec l'histoire ésotérique de la ville, ou parfois simplement l'histoire. Oui, Ah, et d'ailleurs ils font tout un circuit sur les arêtes de poissons. Tout à fait. Mais Ah, il semble bien. que nos petits reporters devraient aller bientôt en reportage à la maison. des Hein, Canuts. Albert? Normalement, si je me souviens bien, oui. Et d'ailleurs, on va, je sais plus si c'est sur le parcours ésotérique ou on va faire la maison où Jean Moulin s'est fait arrêter. Ah, bien. Mais on fait beaucoup d'accroches, on fait trop de reportages pour avoir la liste précise à l'instant T. Puisque t'as, oh pardon, Léa, t'as peut-être pas terminé. Non, je voulais juste vous demander la liste des reportages ou les reportages finalisés sont disponibles sur quelle plateforme si nos éditeurs veulent les retrouver par la suite. ccc-media.fr. Merci, Merci. Léa. Donc tu disais, Albert, puisque tu étais en train de parler, donc ça a l'occasion de rebondir sur tes aviateurs, parce qu'on a... Mais moi, je voulais tu quand voulais parler même quoi parler Des aviatrices. je voulais savoir au niveau franc-maçonnerie, puisqu'on a notre spécialiste, Julie, De la franc-maçonnerie. de l'histoire, Franc-maçon, Oui, bah, alors, de Lyon, petite franc-maçonne. anecdote, voilà. L'histoire croix-roussienne. Hein, pour Non, le moment. alors juste non, parce que la non, franc-maçonnerie lyonnaise. est très Ouais, très je présente à Lyon et depuis un petit moment, mais justement ça revient aussi les arêtes de poissons, la franc-maçonnerie. Ah, ils sont dedans. Non. Ils sont responsables de tout, de toute façon. On a C'est de leur Jean-Baptiste faute. Villermoz qui est le fondateur. Alors je ne sais plus de quelle loge à Lyon, mais Mais c'est la plus grande, si elle est non, lyonnaise, non, c'est non, la plus c'est grande. le rite écossais, Ah. le rite écossais à Lyon et qui était propriétaire d'un terrain. Alors là, je veux citer quand même Walid Nazim, qui est celui qui a trouvé ces éléments-là. Donc Walid Nazim, c'est l'auteur du livre Le mystère des arêtes de poissons et qui a beaucoup travaillé sur l'histoire possible des arêtes de poissons. Bon, alors il a son idée à lui, moi Sa j'ai la théorie. mienne. Mais par contre, Villermoz donc est un franc-maçon notoire, donc au 19e. Oui, a priori 19e, qui était propriétaire du terrain où se situe aujourd'hui l'église Saint-Bernard, qui est une église désacralisée et qui est au-dessus des arêtes de poissons. Et donc il a cédé son terrain à la ville de Lyon à condition qu'on ne touche pas aux souterrains qui sont sous son terrain et qu'on construise une église qui s'appellerait Saint-Bernard. Donc il y a quand même Quelque chose. évidemment des passerelles qui sont vite faites sur le rite écossais, les francs-maçons, les arêtes de poissons, voilà. Donc c'est plein de choses comme ça qui sont fantastiques parce C'est que on peut formidable, tellement ouais. développer autour. Oh là que- là. Ça pourrait être intéressant de faire ça, ou alors un genre d'étudier les légendes, enfin faire un parallèle peut-être des petits, tu vois, raconter des légendes lyonnaises. Moi, je trouve ça les arêtes de passionnant. poissons, moi c'est mon sujet, Ouais. c'est-à-dire que dès que j'ai envie de rêver un peu, je fais des théories sur les arêtes de poissons, je les écris et j'adore. Voilà. Et on peut les voir donc où? Dans Dans la Ficelle. ficelle, on les dans la D'accord. ficelle régulièrement, Bon, on fait ben, des articles sur non. les arêtes de poissons. Et puis régulièrement, j'espère que tu viendras nous. Eh ben oui, avec Ah, tu plaisir, nous oui, rejoins. Alors, si vous voulez rêver et cauchemarder, il y a aussi l'hôtel de Fête en Crâne à Lyon et tout le monde recherche. Enfin non, on sait très bien où c'est. Il y a un hôtel qui a été fait après la Révolution, qui est fait en crâne humain.
Mais c'est en dessous, c'est la Catacombe? Non, pas des catacombes. Non, c'est pas la crypte. C'est la crypte. C'est une crypte. Parce qu'il s'est passé des choses affreuses à Lyon quand même. Il y a énormément de massacres. Nous, Maryse, on a été brûlés sur la place des terreaux, tu te rappelles? Tu t'en souviens? C'était avant notre passage en Afrique. Mais il faut pas oublier qu'à la Révolution française, Lyon a été une ville rasée. C'est-à-dire qu'elle n'existait plus. Elle a failli être rasée. On l'a bombardée. Non, sur les cartes, elle n'existait plus, puisque administrativement, on avait décidé que la ville n'existait plus. Elle s'appelait Ville-Affranchie. Ville-Affranchie. Ouais. Et mis à part le fait que sur les cartes, on n'existe plus, ce qui est pas tellement grave, en contrepartie, on a massacré pas mal de Lyonnais aussi. Ah ouais, donc en fait, les Lyonnais, ils sont historiquement résistants. Non, là, ils étaient royalistes. Ah merde. Ils sont passés par pas mal d'étapes. Ouais, finalement. Bon, ils étaient résistants. C'était de la résistance, mais non, les Lyonnais ont toujours été résistants par rapport au pouvoir central. Ça, c'est clair. Chaque médaille ayant son revers, l'autorité mène le plus souvent à ce genre d'isolement qui conduit les empereurs sur des rochers et les célibataires dans les cuisines. Et donc, à cette époque, là, ils ont été résistants vis-à-vis du pouvoir parisien révolutionnaire. Parfait. Et ils ont payé le prix fort. Ouais. On va réussir, Albert, je te jure. Du coup, tu vas nous parler de tes finir- aviatrices. Avant de finir, je confirme que en février sortira bien un reportage sur la Maison des Canuts et les francs-maçons sur Lyon, fait avec l'association Traboul. Super, sur ccc-media.fr. C'est ça. Super. Merci, Bravo. Albert. Le petit reporter. Bon, Albert, tu vas nous parler de tes aviatrices, hein, c'est ça, lyonnaises ou pas? Je sais pas. Oh, il y en a une aviatrice lyonnaise, mais en rapport avec Lyon, un rapport plus ou moins joyeux, plus ou moins triste, mais C'est un peu ton dada, ça, hein. Toujours. Mais d'abord, on va parler de l'aviation sur Lyon, avant tout. Du coup, la première grande trace, c'est en 1784, quand dans une montgolfière, la montgolfière La Gustave, il y a la première femme de l'histoire qui montera en l'air, Madame Tible, qui est née en 1760, et qui du coup en juin 1784 se retrouvera dans la montgolfière La Gustave, comme j'ai dit, à 3500 mètres, dans un vol qui durera 40 minutes. Et quand même, il faut le noter, elle sera habillée en Minerve, et cantatrice qu'elle est, elle chantera des extraits d'opéra en l'air. Formidable. Pour une première, c'est bien. Pour une première, c'est bien, et on va continuer quand même, parce que les femmes aviatrices, elles ont un côté badass. Tu en voûtes et je dors plus toutes les nuits, je te vois passer au plafond. Vous devez confondre, monsieur, ce n'est sûrement pas moi. Alors déjà, l'aviation se développe. Un siècle plus tard, on a le premier bidule qui saute, de Clément Ader en 1890. Après, quelques années plus tard, en 1903, on a le premier engin motorisé de Wright. Et en 1909, enfin, le premier vrai avion de Blériot qui va traverser la Manche. Suite à cela, en 1910, il y aura un grand meeting d'aviation à Villeurbanne qui va réunir plus de 100 000 personnes. Le maire de Bron, flairant la bonne affaire, décide de construire un champ d'aviation au bord de la Nationale 6 à l'époque, et du coup, en automne 1910, nous avons la création de l'école lyonnaise d'aviation. Qui existe encore, il me semble, toujours sur le long de la Nationale 6, hein. Toujours. Ça, le fameux vieil aéroport de Bron. Hein. C'est ça, aéroport d'affaires et d'Interclub. Moi, j'ai grandi là-bas, hein. Enfin, je sais pas pour les Lyonnais, mais nous, on allait, c'était le champ, non? Pas toi, Jean-Philippe? Si, j'ai connu. Ouais. Mais là, on peut pas parler de ouais, on va te faire pleurer, vas-y, pardon. Pas de souci. Du coup, le port de l'air qui deviendra l'aéroport de Bron, le vrai, l'enfin, en 1911, juste un an plus tard. Bon, en 1914, il y a la guerre qui éclate. Du coup, tout change, ça devient un entraînement militaire des pilotes, on en crée pour en envoyer. À un moment, quand même, je trouve le chiffre assez impressionnant, les usines lyonnaises arriveront à produire une 20aine d'avions par jour pendant la guerre. Comment ça faire? Bon, après ça se calme, la guerre finit, ça devient du transport de courrier, de passagers, il y a beaucoup de visiteurs, juste pour voir les avions décoller, ce que je trouve assez mignon, en fait. Ouais, mais je crois on a perdu cette poésie, je crois. Ouais, nous on l'avait, tu vois, moi je l'ai connu, oui, ça. moi aussi, moi aussi, quand on était jeunes. Excusez-nous, voir les avions décoller. Oui, nous on est tous dépressifs, alors voilà, on n'a pas connu cette époque. Du coup, bon, Seconde Guerre mondiale, c'est de nouveau une base militaire énorme qui va être détruite puis reconstruite, elle va grandir, et en 1975, monsieur, vous avez dû vivre, c'est plus l'histoire pour vous, c'est des souvenirs. On va le sortir. L'aéroport a été déménagé vers le site de Satolas, qui deviendra Saint-Exupéry. L'aéroport de Saint-Exupéry.
Le Petit Prince. Dont on, t'as vu, ça fait une jolie boucle, tout ça. Ouais. Voilà. Mais du coup, quand même, hein, on a commencé avec une aviatrice et je voulais rester sur des aviatrices. Ouais, c'est sûr, on te reconnaît bien, là, tu vois. Du coup, la première, qui a le plus de rapport avec Lyon, s'appelle Marie-Louise Driancourt, qui est née en 1887 et morte en 1914, et qui est la première aviatrice française qui a piloté des aéroplanes avant la Première Guerre mondiale. Voilà, et elle est née à Lyon. Et elle est morte à Lyon ou pas? Non. Je sais pas. Non, parce qu'elle est morte jeune quand même, parce que. Ouais, mais finalement les aviatrices, il y en a. Elles font pas long feu. Hein, elles font pas long feu, parce qu'on a Maryse Bastier, après qui est née en 1898 et mort en 1952, un peu plus long, mais qui est finalement elle n'est pas née à Lyon, elle est morte à Lyon. Voilà, il fallait un point commun. Soit l'un, soit l'autre. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des rues Maryse Bastier à Lyon. Pourtant elle est pas lyonnaise, donc. Elle est morte à Lyon. Elle est morte lors d'un meeting aérien à Bron, en testant un avivion en 1952, un test d'avion. D'accord. Faut savoir qu'elle a quand même établi de nombreux records, et dont celui en 12 heures de la traversée de l'Atlantique Sud. Je trouve quand même propre à cette époque. Voilà, elle créera de nombreuses écoles de pilotes, se battra à la Seconde Guerre mondiale, et ça sera les femmes qui se battront pour que les femmes puissent se battre. Voilà, le double. Oui, exactement. Ouais. Elles se battent un peu pour tout, les femmes, hein. Déjà. De parité. Oui, pour tout. Pour qu'elles puissent tout faire, y compris se battre, ouais. Oui. Et donc? Et après, la dernière, on a, qui est celle qui a établi tous les records, on a Elisabeth Boélé, qui est née en 1914, et elle, par contre, a eu le droit de vivre sa longue vie, qui est morte en 2005. Ah ouais. Et quand même, pour donner l'idée de record qu'on peut établir, en 1955, elle a battu le record de vitesse d'avion à réaction avec 746,2 km/h. Ah ouais, donc en fait, on a des aviatrices connues, recordwoman. Recordwoman. Ouais, pardon. Non, mais ça, c'est un truc que j'ai connu à Lyon, c'est quand les gens passaient le mur du son. Ce qui ne se fait plus. On entendait des booms régulièrement, les gens qui passaient le mur du son au-dessus de Lyon. C'est vrai, petit. Mais c'est vrai, c'était ça les grands booms. Seulement on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Allez. Bon, encore un autre record si ça vous intéresse, toujours en 1955, elle a fait 2331 km en 3h30. Et là aussi, on parle de 1955, hein, on parle d'un autre monde. Mais il va sortir, lui, hein. De 20 ans de bagonnettes. Ah, mon père est né à ce moment-là, et mon père est vieux même pour vous, je crois. Oh, on va se calmer, quand même. Non, même pas. Non. Et du coup, pour finir, j'avais deux belles phrases que j'ai trouvées. Alors, déjà, je tiens quand même à remercier avant le magazine de la ficelle de décembre, qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches, et Wikipédia. Hein, faut pas se mentir. Bon, merci Julie, parce qu'elle est là, la représentante de la ficelle. C'est ma maman. Bah, merci beaucoup la maman de Julie. Qu'on salue. Et du coup, j'aurais cette phrase de Louis Mouillard, qui était zoologiste et qui s'est beaucoup aidé des oiseaux avant pour aider à construire les premières ailes d'avion et tout ça au 19e siècle. Et du coup, quand il parlait de la possibilité de voler, il avait cette très belle phrase qui était « C'est même la suppression, dans un temps très court, des nationalités. Les races seront rapidement mélangées ou détruites, car il n'y aura plus de barrières possibles, pas même ces barrières mouvantes qui se nomment les armées. Plus de frontières, plus d'îles, plus de forteresses. Le progrès est synonyme de bien. » Qu'il ait eu raison ou tort, on peut dire qu'il était optimiste. C'est sûr. Mais je sais pas, De Vinci, il avait pas essayé de faire des machines volantes, c'est bien il a chuté. Il a chuté, il a essayé de se rattraper sur chuter. Il a fait des croquis par rapport au vol, mais lui c'était vis-à-vis de la chute, et il a fait énormément de croquis vis-à-vis des oiseaux. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas compris que lui, l'objectif c'est planer en fait quand on vole, et lui il voulait battre des ailes comme les oiseaux, et ça fonctionnait pas terrible. Mais alors pour finir par rapport à ta chronique, et pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure avec les légendes, il y a aussi parmi les légendes lyonnaises, il y a le Mont Verdun à Lyon, qui est dans l'aviation, donc qui est une base militaire à Lyon, qui contrôle le trafic aérien. Et alors les légendes par rapport au Mont Verdun, il y en a aussi une tripotée, comme quoi il y aurait des fameux tunnels, on en revient au tunnel précédemment, il y aurait des tunnels qui pourraient aller jusqu'à la Croix-Rouge, justement, entre le Mont Verdun. Tous les chemins mènent à la Croix-Rouge. Voilà, tous les chemins mènent à la Croix-Rouge. Et on adore à Lyon les tunnels et les légendes sur les tunnels.
à les écouter. C'est vrai qu'on aime bien les tunnels. Regarde, on en a encore fait un avec le métro. Et on en a encore fait un avec le métro. Et donc il y a toutes les légendes sur le Mont Verdun qui sont aussi extrêmement intéressantes. Et ça, ça pourra être un sujet éventuel pour la ficelle. Ah non, parce que là, il y a l'armée qui va arriver. Oui, si la ficelle écrit sur le Mont Verdun, ça va pas le faire. Ils sont occupés, l'armée, là, hein, avec le péril jaune. On va envoyer un drone pour essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Et du coup, pour finir ma chronique, chose promise, chose due, la dernière citation, celle-ci pour montrer à quel point les aviatrices de l'époque avaient un côté immensément badass. Je n'ai pas d'autres termes, je n'ai pas d'autres mots, je n'ai pas assez de vocabulaire pour décrire. Ouais, il faudrait que tu nous expliques par contre ta définition de badass, parce que moi je sais que c'est un mot que je connais pas, moi, badass. Si? Bah, ça doit être anglais, non? C'est un truc de jeune, c'est pas pour nous. Ouais. Et t'as vu, j'ai bien dit jeune. Ouais, comme les bien lyonnais. Pardon, excuse-nous. Ouais, donc. Ah, mais vous voulez jamais me laisser finir. Et du coup, c'est Ida Gentirossi, qui était une amie de la Maryse dont j'ai précédemment parlé, et qui s'était battue pour l'intégration elle aussi des femmes dans l'armée de l'air, et qui raconte quand elle a rencontré la reine d'Angleterre. J'ai même pu rencontrer la reine d'Angleterre. Et alors que je m'apprêtais à faire la révérence, elle m'a relevé et m'a dit « Lorsqu'on est autant médaillé que vous, on ne s'abaisse pas, même devant la reine. » Ouais, elle est bien, elle est parfaite, cette ouais. reine. Mais les reines d'Angleterre, elles sont pas mal. Elles sont pas mal, quand même. Oh, mais elles ont un gros polo, hein. Oui. Il y avait juste une reine d'Espagne, je crois qu'elle est pas bien, mais qui a un peu perdu la boule. Albert, il est pas bon. Ouais, Albert, tu nous feras. Les reines, en principe, sont bien. Tu nous feras un petit reportage sur les reines, si t'as quelque chose à dire sur les reines d'Angleterre. Oui, il y a quand même, dans les rumeurs et les légendes, il y a pas mal d'histoires de disparition d'enfants en relation avec les reines d'Angleterre, dont il y en a même qui paraît qu'on été un peu condamnés, quoi. Il y a des trucs qui ont l'air plutôt vrais. Ah ouais. Bon, moi, j'ai hâte. Il y en a qui ont perdu la tête. Il y a pas mal de reines d'Angleterre badass quand même. Ah ouais. Badass. Alors badass, on pourrait vous le définir comme On écoute. Des femmes incroyables, exceptionnelles, ou qui ont accompli des choses qui méritent d'être connues. Ah, c'est dans le bon sens. Tout à fait, c'est un terme amélioratif. Oui, parce que nous, en principe, quand ça finit par as, c'est un peu péjoratif. Ouais, mais c'est badass. C'est Ah, mais c'est de l'anglais. Ah non, ça peut pas être de l'anglais, parce que si c'est de l'anglais, ça veut dire mauvais derrière. Mauvais derrière. Bah, c'est genre le mec, il prend métal, il le croque avec ses dents. Il est badass. Il y a rien qui l'arrête. D'ailleurs, on va en profiter. On fera une chronique. Les mots des jeunes expliqués à des vieux comme nous. Ouais. On va faire une chronique comme ça. Et le contraire aussi, parce qu'il y a plein de mots anciens. Ils comprendront pas nos mots à nous. qu'il faudrait qu'on leur réapprenne. On va dire bonjour à Selma. Salut Selma. Salut, je suis très contente d'être là. Ouais. Nous aussi, on est content de t'avoir. Ça fait plaisir de te revoir. Donc tu reviens, on rappelle voilà que tu es créatrice de l'association Univers 3.0 pardon, qui réunit tous les artistes, enfin tout un panel d'artistes, d'entrepreneurs lyonnais qui veulent, c'est ça? C'est ça, des artistes, des entrepreneurs, des métiers du spectacle et de l'audiovisuel. Voilà, donc on en a parlé la semaine dernière. Très très contente de ramener justement ces artistes, et à chaque fois j'essaierai de ramener un ou deux ou bien un groupe d'artistes, et aujourd'hui je suis fière de présenter Hilaris, qui est un artiste on va dire pluridisciplinaire, et je laisserai comme un grand se présenter et se présenter aussi ses projets. Salut Hilaris. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je suis un artiste, on va dire, je chante en premier, et je chante du blues rock avec mon groupe de blues rock qui s'appelle Bluesy Pix, et nous sommes tous de Lyon. Nous tournons dans Lyon et la région, voilà. Et là, en fait, nous sommes en préparation de notre EP, notre premier EP, et il y a un peu de quelques liens sur YouTube que l'on peut déjà écouter, mais qui font pas partie de l'EP, l'EP qui va arriver en mars, je crois. Et à côté de ça, je fais aussi de la bande dessinée. Et qu'est-ce que je raconte dans la bande dessinée? Je raconte surtout des histoires africaines, en fait. Parce qu'en fait, mon rêve, quand j'étais tout petit, c'était d'avoir des super-héros africains. Ah, super. Et du coup, en grandissant, je me suis dit pourquoi ne pas les créer moi-même, en fait. Et donc, je me suis mis à dessiner mes propres super-héros. Et souvent, en fait, les histoires se déroulent un peu dans l'Antiquité, africaine, en Égypte antique,
ou dans un futur soit proche, soit très éloigné. Mais en tout cas, tout se déroule en Afrique avec des personnages africains. Et donc, c'est un peu ce que je fais. Voilà. Et c'est génial. Elle a déjà un titre? C'est un projet ou est-ce que tu as déjà écrit les histoires, dessiné? T'as trouvé un éditeur? En fait, j'ai ouvert mon propre studio de bande dessinée qui est j'utilise ma chambre comme atelier de dessin et voilà, exactement, laboratoire. Et sur Facebook, il y a déjà une page où on pourrait voir quelques pages qui ont été publiées. C'est quoi le nom de ta page? C'est Gent Comics, Gent qui veut dire rêve en Wolof. Bien que je ne sois pas originaire des pays qui parlent le Wolof, mais j'ai voulu avoir un mot qui faisait référence au rêve, voilà, et Gent, ça parlait bien. Et donc voilà, Gent Comics, c'est ça le nom du studio en question. Effectivement. Et donc du coup, le nom de la BD, tu lui as déjà trouvé un nom? Bon, en fait, il n'y a pas un nom spécifique à la BD, c'est plusieurs bandes dessinées en fait. Il y a plusieurs bandes dessinées, il y a plusieurs histoires. Il y a plusieurs héros. Et plusieurs super-héros comme Marvel Comics qui a Spider-Man, les X-Men, et pareil quoi, c'est vraiment dans le même état d'esprit de pouvoir créer des super-héros qui font pas que rêver des petits enfants africains, qui font rêver tout le monde aussi, mais avec des visages et une particularité d'être africain à la base. C'est super, c'est une bonne forme de résistance et non, c'est génial. Et musicalement du coup, parce que est-ce que c'est toujours sur le même thème aussi, ou est-ce que ça n'a rien à voir ce que tu fais musicalement avec éventuellement ce que tu fais par écrit? Ça n'a rien à voir en fait. Musicalement, c'est vrai qu'il y a une sorte aussi de mélange de musique un peu noire américaine et de musique on va dire assez blanche. Et mais c'est pas, ça a aucun lien avec la bande dessinée. Mais par contre dans ce que j'écris, on peut quand même retrouver cette sorte d'anachronisme, parce que j'aime souvent mélanger le vieux et le nouveau. Et dans par exemple mon groupe de blues rock, il y a ce côté Bluesy Peaks qui est vraiment ce côté anachronique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'assez rock, électrique, mais qu'on retrouve dans du noir et blanc, et qui fait assez vintage en fait. Et donc du coup, le seul lien qu'il y a en rapport avec la bande dessinée, c'est un peu ça, quoi. C'est génial, c'est intéressant. Et c'est alors qui écrit les textes, qui fait la musique, comment ça se passe qui dans ton dessine groupe? Dans le groupe en fait, dans le groupe en fait, comment ça a commencé? Je suis moi-même chanteur depuis que je suis tout petit, je chante du gospel avec ma famille, et vers 2012, je me suis orienté vers des projets un peu plus personnels, c'est-à-dire ouvrir un peu mon propre univers musical. Et donc là, j'ai commencé un peu à chercher autour de moi quel type de musique pourrait vraiment m'intéresser à part le R&B, tout ça. Et je suis vraiment tombé amoureux du rock. Et là, j'ai cherché un guitariste qui jouait du hard rock, vraiment du rock super dur et tout, et je suis tombé sur le guitariste de mon groupe justement actuellement, et tous les deux on a décidé de créer ce groupe là, de fonder ce groupe Bluesy Peaks, et tous les deux on est auteurs-compositeurs, et donc tous les deux nous composons et nous écrivons. Un mélange de vos arts. Exactement, exactement. Ouais. Et du coup en rock, vous avez un peu des albums de référence, des artistes de référence? Oui, bien sûr. Il y a Nirvana, il y a on va dire Lenny Kravitz, il y a aussi Queen, qui est pas mal aussi, qu'on écoute souvent en commun. Et à part ça, il y a aussi des artistes qui sont pop mais qui en fait quand même du rock, comme Michael Jackson quand même, qui a Prince aussi justement. On a un morceau qu'on reprend de lui qui est Cream, et il y a même une vidéo où on nous voit au Ninkasi
où on reprend ce morceau-là. Donc ouais. Super. Donc t'as des liens, tu t'as cité ton Facebook, mais est-ce que t'as un blog, tu vends un album, enfin c'est quoi ton actualité? Oui, en fait il y a des liens YouTube pour mon groupe, il y a des liens YouTube, il y a une page Facebook, il y a un site internet aussi, et très bientôt, comme je l'ai dit au début, il y aura l'EP qui va bientôt arriver. J'ai terminé les prises voix la semaine dernière, donc ça va bientôt arriver. Et tu cherches des lieux de diffusion ou finalement tu choisis les deux? Est-ce que tu préfères une des deux carrières ou on peut mener les deux de front, remarque? Tout à fait. Exactement. Et pour répondre par rapport à la BD, pour le moment en fait, je cherche pas réellement un éditeur spécifique. C'est vraiment, je suis éditeur en fait en ligne, par rapport à certaines éditions en ligne, mais après si ça intéresse vraiment un éditeur, moi je suis ouvert par rapport aux collaborations, tout comme aussi par rapport aussi à ceux qui écrivent des histoires et tout, qui sont vraiment intéressés, des scénaristes ou même d'autres dessinateurs. C'est vraiment un studio en fait, et je suis vraiment ouvert par rapport à d'autres artistes qui sont intéressés par l'Afrique, qui voudraient aussi avoir des super héros africains qui sont pas forcément originaires d'Afrique, et voilà quoi. Et par rapport à il y a aussi, je peux me permettre parce que je connais assez bien ton travail, il y a aussi la place de la femme dans tes histoires qui est très importante. Oui, si tu pourrais dire deux mots dessus. Oui, surtout que c'est important ça en Afrique, c'est pas. Oui, exactement. Bah justement par rapport à la femme aussi, j'essaye de donner aussi une image aussi de super héros par rapport à certaines femmes, parce que dans l'histoire africaine, il y a eu aussi des reines africaines. J'entendais tout à l'heure par rapport aux reines d'Angleterre et tout, et il y a eu des super reines en Afrique justement. La reine de Saba. La reine de Saba. Et il y a eu aussi la reine Zinga par exemple, qui a fait aussi la résistance. Il y a des grandes femmes aussi qui étaient pas reines et qui étaient grandes combattantes. Qui étaient grandes combattantes, exactement. Et par rapport à ça, je m'inspire un peu de leurs histoires pour pouvoir créer des super héroïnes africaines, et pour pouvoir voilà quoi. Et après, faut lire les histoires que je vais bientôt publier pour pouvoir. Moi j'avais parlé de Wangari Maathai, qui est une grande, la dernière fois, moi, que j'ai une grande admiration pour cette dame Exactement. Et moi, justement, je m'inspire un peu de tous ces personnages-là. Par exemple, un personnage comme Patrice Lumumba, par exemple, qui est pas forcément un président, un roi ou quoi, mais je m'inspire de ces personnages-là pour créer un super-héros, par exemple, qui pourrait libérer quelque chose, libérer ceci, cela. Ou la parole aussi, libérer la parole. Exactement. Ça tombe bien. Et par rapport à mon groupe, pour finir, oui, on cherche aussi des lieux de diffusion, justement, bientôt, comme il y aura la promotion de notre EP, on cherche tout type de lieux de diffusion. Et voilà, nous sommes vraiment ouverts, et c'est de la bonne musique. Voilà. Et donc c'est là où intervient Univers 3.0 ou pas du coup? Parce que est-ce que toi t'as les moyens de... Tout à fait, oui. On avait déjà pensé à pouvoir en fait mettre une scène. Scène ouverte. Enfin la scène ouverte, il vient déjà. Il vient pousser la chansonnette et faire des rencontres aussi artistiques avec d'autres, pour qu'il y ait aussi des croisements culturels, aussi artistiques. D'ailleurs, il m'a parlé dans la voiture d'un mélange avec une jeune rappeuse qui justement se lance dans le rap, et ce qui était intéressant par rapport à sa démarche, c'est que je me permets de le dire parce que c'est quelque chose d'intéressant, c'est que en général les filles chantent pour en fait un rappeur. Donc elles font des feats. Ouais, des feats. Sauf Kenny Arcana quand même. Oui, que j'aime beaucoup. On est d'accord. Permettez. C'est ça. C'est les autres qui font des feats avec. Pour elle, exactement. Et là, pour le coup, Hilary s'est proposée avec cette jeune rappeuse qui débute pour faire des feats pour elle. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc ça sert à ça, les scènes ouvertes. Et on a déjà réfléchi à mettre en place une scène pour que Hilary puisse mettre en place ses projets musicaux solo, mais qui est en phase de préparation.
Ouais, c'est bien, c'est cool. Ouais, donc on retrouve toutes les informations, les liens, et également sur ton site et ton lien Univers 3.0 et donc sur le Facebook de notre ami Iléris, c'est ça? Et Iléris, c'est quoi ton site alors? Alors c'est par rapport à mon groupe, c'est bluesipix.com. Ouais. Ipix avec un H? Non, BLUESY, plus loin PIX. Comme Pixel, Pitch, voilà. D'accord. Bluesipix. Très bien. Mais on parle de chansons, mais le problème c'est qu'il faut en entendre. Est-ce qu'on pourrait entendre un extrait quand même de la chanson comme ça en Oui, direct? bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on super, écoute? merci. Alors, c'est un titre qui a été composé par le guitariste de Bluesipix, Olivier Price, que je salue, et qui s'intitule Wings. Et je vais vous chanter le premier couplet et le refrain. Allez, merci. En acapella? En acapella, allez, vas-y, puis après on écoutera le morceau en live. Ok. You, I never thought that you were good for me. Something crazy had just happened to me. Then I'm starting to leave. Then breathe. A reflex which I have never had. Something easy for all of them. For you and everyone but me. But me. Alright, then I take this moment. I feel the wind. Now that I'm breathing, I got brand new wings. Flying over, budding feels so right. There's only you can make me crash. Merci. Bravo. On sent l'âme du gospel. Oh putain, t'as une voix formidable. Ah ouais, ça va péter. Merci. Ouais, bah écoute, alors n'hésitez pas à partager, à diffuser. Et puis on va faire la comparaison tout de suite avec le live alors. Ouais. On écoute ça tout de suite. Allez, on écoute.
Sa voix me donne des frissons, Iléris. Merci beaucoup pour cette chanson. Donc on rappelle qu'elle s'appelle Wings de Blues Epics. Merci beaucoup. Et j'aimerais aussi présenter un autre chanteur du réseau Univers 3.0 maintenant. Il s'appelle Ismaël. Donc il nous vient des îles. Il est en France depuis pas longtemps, ça fait 1 an ou 2. Il est à Lyon donc. Il est à Lyon. Bah oui, il est à Lyon. Et je dis ça. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il nous ramène la chaleur des îles dans sa voix, dans sa musique, dans son univers. C'est du rap. Certains diront que ça ne l'est pas. Moi, je dis que ça l'est. J'ai le droit. Exactement. Voilà, j'ai le droit de le dire. Et comment on peut dire que c'est pas du rap? C'est-à-dire c'est du slam? Ça serait entre le rap et le slam, c'est ça? Effectivement, Ismaël vient du slam. D'accord. Aujourd'hui, on peut dire que c'est du rap parce qu'il met de la musique dedans. Ouais. Mais avec beaucoup de poésie. Beaucoup de poésie, c'est très doux, tout en disant des choses très très fortes et parfois très dures. Il y a beaucoup d'amour dans sa musique. Le rap, ça se veut dur parce que, comme un peu le hip-hop, comme on l'a parlé la dernière fois, donc c'est une musique de rue. Ouais, de résistance. De résistance. Et pour le coup, Ismaël est dans la résistance parce qu'il met beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité et de poésie dans son son. Et j'aimerais beaucoup vous le présenter avec ce qui va suivre. C'est une chanson qui s'appelle Automne d'Ismaël. Et ben chacun va se faire son opinion. Est-ce que c'est du rap ou est-ce que c'est pas du rap? On écoute ça tout de suite. Écoute, tu dis que je suis trop fort, voir tes yeux briller, c'est mon trophée. Musique à fond sur mon trop fort, je veux pas décevoir, me faire avoir par le trophée. Mon cœur bat quand j'entends les pas qui dirent que j'ai gratté ce texte dans un parc. Aurore d'automne, l'éclair qui détonne, gamin qui l'étale, gamin qui détaille. La recette est dans l'épouvantail là, maison hantée décorée comme un bendo. Le brouillard à l'entrée est juste la fumée d'un pédo. Et frites pétales de rose dans le pétard, hey, hey. Je vois peu mais bon, on verra ça plus tard. Hey, hey, hey. Je me nuis quand je m'ennuie, mais bon, maman est contente, je cause pas d'ennui. Je dors pas la nuit, j'écoute des instruments qui m'enivrent. N'essaie pas de m'enlever la zik, je deviens violent comme un père ivre. Bateau qui chavire, boussole qui l'évite. J'ai vu couler son phare juste après, j'ai trouvé le phare dans la nuit. Hey. Le poison est réel, le remède est dans la poche du malade imaginaire. Je l'imaginais autrement, aujourd'hui je l'imagine pas autrement. Rien n'est parfait, on tente juste de parfaire, on risque de défaire. Hey. On se démène face aux démons, on crie Allah Amen. Tu m'écoutes, tu dis que je suis trop fort, voir tes yeux briller, c'est mon trophée. Musique à fond sur mon trop fort, je veux pas décevoir, me faire avoir par le trophée. Mon cœur bat quand j'entends les bacs qui disent que j'ai gratté ce texte dans un parc. Aurore d'automne, éclair qui détonne, gamin qui détale, gamin qui détaille. Tu m'écoutes, tu dis que je suis trop fort, voir tes yeux briller, c'est mon trophée. Musique à fond sur mon trop fort, je veux pas décevoir, me faire avoir par le trophée. Mon cœur bat quand j'entends les bacs qui disent que j'ai gratté ce texte dans un parc. Aurore d'automne, éclair qui détonne, gamin qui détale, gamin qui détaille. La mer n'est pas bleue, c'est le ciel qui l'est. À quoi bon l'amour d'une vie circulaire? Je veux pas que le début et la fin soient similaires. Un simili-d'or entre les paupières. La vie c'est triste, la vie c'est beau. Tu commences à terre, tu finis en pôle. Le film de ma vie raconte de la merde. Mais moi-même j'ai peur de me perdre. Putain, j'ai peur de la peur. Putain, j'ai peur de la mort. Peur de briller, peur du sort. Peur de prier, j'ai peut-être tort. Le ça s'éparpille comme un puzzle. Silence. Comme lors du shoot au buzzer, je suis sûrement un baiser. Rouge comme la rose, bébé, fais-moi un bisou. Tu m'écoutes, tu dis que je suis trop fort, voir tes yeux briller, c'est mon trophée. Musique à fond sur mon trop fort, je veux pas décevoir, me faire avoir par le trophée. Mon cœur bat quand j'entends les bacs, dire que j'ai gratté ce texte dans un parc. Aurore d'automne, éclair qui détonne, gamin qui détale, gamin qui détaille. Tu m'écoutes, tu dis que je suis trop fort, voir tes yeux briller, c'est mon trophée. Musique à fond sur mon trop fort, je veux pas décevoir, me faire avoir par le trophée. Mon cœur bat quand j'entends les bacs, dire que j'ai gratté ce texte dans un parc. Aurore d'automne, éclair qui détonne, gamin qui détale, gamin qui détaille. Et voilà, c'était Ismaël avec Automne. Donc c'est une chanson qui me, voilà, j'aime l'écouter le soir. Elle est pas, c'est pas du, c'est du rap, hein. C'est du rap, c'est pas du slam.
Ah là, je sais pas. Moi, là c'est des Mais musiques après- de jeunes pour un vieux comme moi. Après, je sais c'est à pas. la gratte. C'est ça, en fait, qui Oui. change. C'est du rap, vrai. c'est l'accompagnement derrière C'est vrai. qui est assez surprenant. Parce qu'en général, ça, tu vois, ça balance pas mal. Oui. C'est ça, c'est un rap à la guitare sèche. Non, mais C'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'à la guitare sèche, ça change. C'est une autre atmosphère et pour le coup, c'est là où on sait plus. Parce qu'à la base, le rap, on a de l'instru. Ouais, donc on c'est a- des beats, ça des beats aussi. Et puis là, pour le coup, c'est une guitare derrière et ça donne, c'est comme une balade. Ouais. Oui, c'est très folk en fait. Oui, C'est de la chanson. Et puis on voit quelqu'un qui a du talent, donc lui il s'en moque des écoles, Oui, des chapelles. des étiquettes, des étiquettes. Il fait de la musique, il a un texte qui est extrêmement riche, extrêmement C'est dense. ça. Le reste, après, c'est à chacun de décider dans quelle chapelle on va le mettre. Étant donné que nous on travaille pas dans les magasins de disques, on s'en moque de savoir où on le classe. C'est de la bonne musique, c'est tout. Et Elle ça fait écoute- du bien. Elle fait du bien. Et il a quel âge Alors, il est tout jeune. Je crois qu'il a à peine 20 ans. Eh ben, Je une crois que carrière même pas qui encore s'annonce fait. devant lui, C'est quand même. une carrière. La seule chose, Ismaël, c'est quelqu'un d'ultra sensible et d'introverti. Donc, il écrit beaucoup. C'est pour ça que le slam, il maîtrise. Aujourd'hui, il se lance dans le rap depuis peu. Ce qui lui fait pas dire peur, mais ce qui est difficile, c'est la scène. Il est en train d'évoluer, mais d'une vitesse phénoménale. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il se respecte, il respecte son art. Et la dernière fois, on parlait de l'ego. Alors c'est vraiment quelqu'un qui a un ego vraiment très juste, mais de côté. Et ce qu'il aime surtout, c'est partager son son, partager sa passion avec les autres. Et il y va à son rythme. Et c'est ça qui fait la qualité de sa musique. Et on va le voir chez toi quand alors? Alors, J'allais dire. il vient pratiquement à chaque rencontre univers. Hein, ça il y a depuis le début en plus Ismaël. Et c'est pour ça que je l'ai vu évoluer. Et c'est très très beau de voir une personne qui arrive comme ça avec ses textes. Et il chante pour la première fois et puis aujourd'hui je vois la qualité et comment ça grandit. Donc ça ne pourra que aller de plus en plus grand et plus fort. Il vient aussi aux scènes ouvertes. Alors Iléris le connaît bien, hein, donc il peut aussi en parler d'Ismaël. Bah, Ismaël, en fait, justement, comme tu l'as dit, hein, c'est un gars super sensible et par rapport à ses textes, en fait, c'est, en fait, il y a souvent une confusion par rapport au slam et au rap parce que il a des chansons aussi où c'est vraiment du slam, mais il chante sur les refrains. Et c'est là où en fait on se dit mais est-ce que c'est du slam, c'est du rap, tout ça. Et là, C'est de la musique. Et toi, Exactement, c'est de la musique. tu penserais que c'est plus dans quel secteur? Bah en fait, le slam et le rap pour moi ça a la même racine Ouais. à la base. Le gospel. C'est peut-être pas le gospel, mais le negro spiritual. Et là, c'est autre chose encore, C'est parce ça. que à la base, c'est ça la même racine en fait. Tu parles de ce que chantaient les esclaves, c'est ça, ils Et chantaient. même avant de venir en Amérique, parce que souvent on l'oublie, les gens pensent que cet art-là est né en Amérique, mais non, c'est né en Afrique. Et même jusqu'aujourd'hui, quand on va en Afrique, dans des villages super éloignés, on trouve des personnes, des vieilles personnes qui racontent des histoires en slamant, et derrière il y a de la musique en fait, des murmures ou des percussions avec la bouche et tout, et ça rappelle tout de suite mais ça ressemble à du rap de Harlem, mais c'est pas Harlem, non, c'est au fin fond de l'Afrique, et c'est ce qui est C'est ce qui est beau. à la base, en fait, ces morceaux-là, le style gospel, c'est ce qu'on appelait justement negro spiritual. Et les esclaves, ils le chantaient. Ils chantaient pas forcément des chansons chrétiennes, mais ils chantaient dans les champs. Et les révérends, quand ils ont écouté ça, c'était tellement ennuyeux dans les églises, les cantiques qu'ils chantaient et tout, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas faire venir en fait ces noirs qui chantent dans les champs, parce que lorsque justement les révérends partaient les dimanches pour leur prêcher la parole de Dieu, tout en disant que c'est écrit noir sur blanc, respectez vos maîtres et tout, quand ils lisaient les cantiques, ils l'interprétaient à leur manière. Et justement les révérends, ils étaient stupéfaits, ils ont dit mais il faut que tout le monde entende ça, et là c'est comme ça que ce qu'on dit le gospel, et pourtant le gospel existait, c'est l'évangélisation, mais ce style musical là, gospel, est né.
en fait. Mais à la base, c'est vraiment du negro spiritual. Ouais. Ouais, c'est super. Et il y a beaucoup d'ailleurs d'artistes qui s'intéressent ou qui s'inspirent du negro spirituel, non? Oui, exactement. Oui, il y en a plein. Mais même tous les styles musicaux qu'on dit contemporains sont inspirés du negro spiritual. Le jazz, le blues surtout, le blues, la soul, le rock. Parce que même le rock, c'était une sœur, je crois que ça s'appelait Sœur Dominique. Un truc comme ça, ouais. Pourquoi Dominique? Non, c'est Sœur Sourire, pardon. Sœur Sourire de Fonfon pas. Non, mais même Elvis Presley, hein, c'est inspiré du gospel, du negro spiritual pour commencer ce qu'on appelle le rock. Et le rock, c'est devenu rock plus tard par ce qu'il est. Et justement, avec Bluesy Peaks, j'ai justement voulu apporter ce côté-là un peu vintage avec de l'électrique et tout, et ça donne un certain mélange incroyable, quoi. Mais il y a aussi beaucoup de chanteurs de pop noires américaines qui viennent du gospel, qui quand ils étaient jeunes chantaient dans les églises avec leurs parents et qui ont fait leur classe justement, leur vocalise là, et qui après chantent de la pop un peu plus classique aux États-Unis. Ouais, dans tous les styles musicaux aujourd'hui, même dans l'électro, on retrouve le côté negro spiritual, parce que c'est les harmonies que ça apporte et tout. Et c'est incroyable. D'ailleurs, même la première chanson rap, je crois, enregistrée, c'est une chanson qui était du gospel, enregistrée par les Golden Gate Quartet. Et c'est un truc incroyable. Quand tu écoutes ça, tu te dis que c'est du rap. C'est quoi ça? C'est vraiment du rap. Mais non, c'est du gospel spirituel. Exactement. Ah, tu viendras nous faire une petite rubrique là-dessus. Il a vraiment de quoi dire. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Mais tu en chantes encore, toi, du negro spiritual? T'en fais encore? Tu fais des chansons? Bon, en fait, moi, j'écris pas. Je chante ça tous les dimanches. Ah, dommage. C'est dommage. T'as une très belle voix, donc. Merci. C'est à l'église et donc c'est des cantiques qui sont chantés et donc voilà. Je chante ça depuis tout petit. En fait, je suis vraiment. T'es tombé dedans. Je suis tombé dedans, exactement. Comme Obélix. Oui. Exactement. Et donc du coup je chante ça. Ce qui est impressionnant, c'est que tu continues alors que tu as une autre activité, que tu chantes autre chose, mais que tu continues quand même à vouloir chanter du negro spiritual toutes les semaines. Mais en fait, ça continue à m'inspirer, même si aussi du côté gospel. L'autre jour, par exemple, j'en parlais avec Selma, le côté stéréotype, justement, quand j'ai voulu sortir un peu du gospel, de ce style musical-là, chaque fois que l'on me voyait, je disais que je chantais, on me disait t'es rappeur ou tu chantes du gospel, et tout de suite ça me disait non mais c'est quoi cette étiquette-là, et je voulais justement sortir de ça. Et parce que aujourd'hui, dès qu'on voit un chanteur noir, soit il chante du gospel, soit il fait du rap. Et un chanteur noir qui fait du rock, c'est souvent pas vu. C'est vrai, ça se perd et c'est bien dommage. Souvent c'est très rare, ouais, c'est bizarre. Je pense que là, tu as quelque chose à relancer auprès de nos jeunes. Non, mais c'est vrai que on parlait de Lenny Kravitz, c'est vrai qu'il a eu pas mal de soucis vis-à-vis de ça, où lui, il a voulu dire qu'il était un chanteur de rock, qui faisait du rock and roll, et on disait mais non, c'est musique de blanc, et toi tu veux faire du funk ou n'importe quoi. Il disait mais non, moi je fais du rock, et il donnait ses chansons favorites, ses chanteurs favoris, c'était du rock and roll, et il a eu du mal il a fallu tout son talent pour qu'à un moment on dise oui, d'accord, c'est un chanteur de rock. Et Prince aussi, avec la soul aussi. James Brown aussi, non? James Brown, bon, ça c'était vraiment de la soul. Mais après, je fais pas que du rock, bien évidemment, je fais aussi de la pop et tout, mais en ce moment, justement, avec le côté blues rock, quand je l'amène sur scène, ça paraît souvent étonnant, parce que souvent, on n'entend pas souvent des chanteurs noirs sur du rock. C'est souvent du gospel ou du rap, et donc je voulais un peu sortir de ça. C'est pas mal de casser les étiquettes, on est là pour ça aussi. Exactement. Ouais. Et Iléris, tu aurais quelque chose à nous présenter comment dire, spirituel, négro spirituel, c'est ouais, quelque chose de pur là maintenant. Mais il y a ce morceau là qui s'appelle Go Down Moses.
qui est un classique du gospel, ou qui raconte l'histoire de Moïse, une histoire connue dans la Bible, on va dire le livre de l'Exode, où il y a Moïse qui dit à Dieu, va, délivre mon peuple de chez Pharaon, en fait, voilà. Et vous voulez que je vous l'interprète? Oui. Alors, c'est toujours en a cappella. Et donc, Ah oui. Ah bah j'ai pas ramené ma guitare. Hein. J'ai pas joué. Moses died in the land of Moab. And where he was buried has never been told. Moses died in the land of Moab. And where he was buried has never been told. God said, go down, Moses, way down in Egypt land, tell old Pharaoh, let my people go. Lord said, now go down, Moses, way down in Egypt land, tell old Pharaoh, let my people go. Voilà. Merci beaucoup. L'émotion. Merci. Tu veux pas nous faire ça toutes les semaines? Chaque fois, tu viens nous faire un petit morceau d'acapella. Si vous voulez. Ah oui. Pas de problème. C'est gratuit. Ça vient du cœur. Moi, en tout cas, mon cœur, il a fait bouh, il s'est ouvert d'un coup. Tu sais, t'as vu ça? Elle pleure, Maryse. Non, mais ça fait. Tu fais pleurer Maryse, honte à toi. Ouais, attention, il y a que Bachon qui arrivait à faire ça. On parlait du spirituel, négro-spirituel. Bah en fait c'est aussi, moi je suis de la culture maghrébine, hein, et on appelle ça les pleureuses. C'est-à-dire ce sont des femmes qui ont des timbres de voix comme ça très profondes et qui viennent dans les enterrements en fait pour faire pleurer les gens, non pas pour les faire pleurer par plaisir, parce que c'est pas du sadisme. Voilà. C'est pas du sadisme. Pour exhorter. C'est justement pour pouvoir exorciser, exhorter, pour faire sortir les émotions et pouvoir se libérer. Et est-ce que tu connais l'origine de ces pleureuses? Non, mais Marie, j'attends. Les pleureuses donc sont nées parce que à la base c'est pas pour les vivants. Elles sont là pour que l'âme du mort s'aperçoive qu'il est mort. Waouh. Donc elle se perd pas dans son chemin et elle ne va pas pour errer, mais le mort s'aperçoit qu'il est mort. Qu'il est mort. C'est prendre conscience de sa mort. Ah, c'est une super histoire. Carrément. Ouf, ça me donne des frissons de ça. En tout cas, merci Léris. Hein, c'était. Merci beaucoup. C'est transcendant. Ouais, et donc on t'invite vraiment à revenir, nous faire nos petits 3 minutes de gospel, c'est super. À l'émission précédente, on parlait de l'origine du hip-hop, et là maintenant on parle de l'origine du rock'n'roll, et c'est extrêmement intéressant, et du rap, et c'est extrêmement intéressant de voir d'où vient cette origine, parce que il y a toujours des gens qui disent oui ça commence là, et puis on s'aperçoit qu'en creusant, bah non, il y a toujours plus loin, il y a plus loin, il y a encore plus loin. Quoi. Moi, il y a quand même une question que je me suis toujours posée, mais alors ça c'est vraiment personnel, c'est que je me suis toujours demandé comment on pouvait encore créer de la musique alors que la musique existe depuis le début de l'humanité, que il y a quand même qu'une portée, hein. Enfin moi je ne sais pas si je dis des conneries, mais il me semble quand même que il y a pas tant de notes que ça, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui dépasse mon entendement de comment on peut créer autant de musiques différentes. Et puis par rapport à la création, moi je pense en réalité on n'arrive pas souvent à créer une nouvelle musique, c'est plutôt rafraîchir ce qui existait déjà. C'est comme même l'art visuel en fait. Par exemple aujourd'hui on voit un peu par rapport
au dessin, aux bandes dessinées même. Quand on prend par exemple les albums de Tintin qui ont été dessinés dans les années on va dire 60 par Hergé, etc. Dans la jeunesse. Exactement. Et quand on voit les dessinateurs actuels, même avec le même style, mais on va sentir qu'il y a quand même une touche plus fraîche par rapport à ça. Mais le truc, c'est que même à l'époque de Hergé, ils pouvaient aussi dessiner comme ça. Mais sauf que ces dessinateurs-là, ils ont en fait été conscients qu'ils vivaient dans une époque différente d'Hergé, et justement ils ont fait ce côté anachronique en fait, de mélanger le passé et le nouveau, en fait, le présent, et c'est ce qui donne quelque chose de frais. On a l'impression que ça a été inventé ou quoi, mais en fait rien de nouveau. C'est intemporel. C'est toujours dans une limite. Intemporel. C'est toujours dans une limite, effectivement. Une BD, ça reste une BD. T'es bien obligé de faire des cadres, c'est ça. La création, à un moment, même si elle. Après, moi, c'est ce que j'aime pour la théorie sur l'art. Ce que j'aime beaucoup, c'est sur la peinture. Et du coup, justement, on voit que on veut dépasser ses maîtres. On s'inspire toujours des maîtres. Ouais. Et en fait, petit à petit, on va tomber sur l'art moderne, où des gens maintenant vont dire mais ça n'a aucun sens. Mais en fait, à l'époque, Van Gogh, les gens disaient ça n'avait aucun sens. Et c'est toujours ça, c'est qu'on va essayer de déstructurer les codes. Ça joue beaucoup sur les codes. Qu'est-ce qu'un code? Le gospel, c'est ça. Mais si je veux sortir du gospel, si je veux raconter plus mon histoire personnelle et quitter le côté religieux, et on va toujours rebondir et on va casser les codes. Oui, Hergé, ils ont mis en place des choses, des cadres, la bulle, et plus tu vas taper sur de la BD moderne et récente, et plus maintenant ce qui se fait beaucoup et qui est génial à lire, c'est les personnages qui vont jouer entre les cases, qui vont récupérer des éléments du futur de leur propre histoire pour jouer avec. Ah oui, donc il y a un jeu aussi maintenant dans la construction même de... C'est le manga qui a inventé ça. Non, c'est la vie des mourants. Non, mais voilà, c'est Fluide Glacial qui a inventé ça. C'était dans Fluide Glacial. C'est les gens qui jouent et on va s'inspirer des choses et on a tout pour s'inspirer des Japonais, on a eu tous les post-impressionnistes qui se sont inspirés des estampes japonaises. Et en fait, ça va être toujours ça, les inspirations d'ailleurs, la volonté de dépasser les maîtres. Et du coup, ça rebondit toujours là-dessus. Non, les mangas, moi, je trouve qu'ils sont super mal dessinés. Ils ont pas de bouche, ils ont rien. Enfin, ça. Bon, après, je vois quelqu'un qui a pas de bouche. Alors, on précise, on a un côté de la table, on a les vieux, et l'autre côté, on a les jeunes. Et là, il y a une fracture qui est née au plein milieu de la table, mais qui est nette. Si je peux rajouter un commentaire à ça. Oui. En fait, les mangas, c'est dessiné, c'est une caricature. À la base, c'est une caricature et les auteurs de manga, en fait, ils représentent les personnages nippons d'une manière dans la caricature, en fait, telle qu'ils voient la caricature, tout comme aussi les Américains et le comics. Ils dessinent les Américains avec des caractères assez musclés. On peut pas voir aujourd'hui des personnages comme Captain America tout le temps, quoi. Et pas que dans la caricature, mais aussi dans le complexe, parce que les Asiatiques, on voit bien que dans le dessin des mangas, ils ont des grands yeux, alors que eux, ils ont des petites bouches. Ils combattent leur complexe. Exactement. Et puis ils sont très grands, alors que eux, en général, ils ont ça déjà chez les Mayas, non? Non, chez les Américains, c'est des grands blonds avec des fusées, alors qu'ils étaient petits bruns. Non, mais c'est ça. Du coup, on a dérivé du coup sur les mangas. C'est qui est parti sur les mangas? Maryse. Pour finir sur les mangas, la vie d'un vrai dessinateur. Est-ce que le manga est quand même, je sais que c'est une technique particulière, mais c'est plutôt plus simple. Je vois certains, on va peut-être te faire taper sur les doigts, mais est-ce que non, ou est-ce qu'il y a vraiment parce qu'il y a quand même des BD plus complexes, plus travaillés, non? Ou je dis des conneries. En fait, on peut pas dire que c'est plus simple qu'un autre style. Tout dépend de celui qui dessine. Ouais. Tout dépend de l'auteur. C'est comme, je peux pas dire aujourd'hui que tel art martial est plus fort que tel autre. Tout dépend du combattant. Plus simple à quel niveau? Exactement. Parce que il y a des auteurs, par exemple, qui dessinent avec un background plus détaillé, et il y en a d'autres qui sont pas assez détaillés. Et voilà quoi. Mais tout est toujours bien à lire et agréable à regarder, quoi. Donc c'est
Voilà. En fait, ce qui change beaucoup et ce que les gens qui lisent que de la BD franco-belge ont du mal à comprendre, c'est les moyens de production. Quand on peut vraiment comparer manga et comics dans le sens où c'est de la production hebdomadaire de magazines. Pas toujours. Mais comment ça a commencé beaucoup, le manga, c'est de la production très rapide. Déjà, c'est des rares BD qui se font avec un mangaka et son équipe. Du coup, un mangaka, un dessinateur de manga, un auteur de manga. Et son équipe, il a une équipe de stagiaires. Parce qu'ils sont très pressés au Japon. En on n'a rien inventé, donc. Et du coup, il dessine pas tout, il délaye beaucoup, et on va en avoir, les plus connus en tout cas, vont être publiés hebdomadairement. Du coup, ça doit être fait très vite. Du coup, plus simple. Je le dirais pas comme ça, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur, c'est pour ça que c'est fait très vite. Enfin, on peut juste pas forcément comparer deux choses qui n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques. Et voilà. C'est pour ça qu'aussi les comics, on lit les comics des années 60-70 qui sont exceptionnels à lire. Ah merci mais, Albert. Il y a aussi des comics qui sont en noir et blanc par contre. Hein. Et il y a aussi des BD franco-belges qui sont en noir et blanc. Mais comme je le dis, tout dépend du dessinateur. Il y a des dessinateurs qui peuvent avoir un style assez simple, mais qui arrivent à vous faire plonger dans une histoire. Tout comme il y a des dessinateurs qui vont vous mettre plein à la vue et où le scénario est très léger, quoi. Ça transporte pas. C'est voilà. Tout dépend en fait de l'histoire et du dessinateur et de ce que l'on aime visuellement, tout simplement. Alors, avant de faire de la bande dessinée, c'est d'abord de l'illustration, et après on se dit mais pourquoi ne pas raconter une histoire en fait. Et en effet, c'est vrai, ça arrive souvent. Non, mais est-ce que tu continues à produire? Est-ce que tu peins à côté de tes... Non, tu fais que de la BD? Non, même si t'as commencé. Je fais un peu des deux en fait, mais plus la bande dessinée le plus souvent, quoi. Ouais. Et alors moi, petite question, est-ce que tu peux nous dire, toi, tes artistes préférés en bande dessinée? Il y a déjà en tout premier lieu Akira Toriyama qui est, voilà quoi, on va dire, qui a créé l'œuvre la plus spectaculaire et la plus incroyable, je vais dire de tous les temps, bien sûr, qui est Dragon Ball. Pourrais-je avoir simplement le nom de quelques héros de Dragon Ball? S'il te plaît. Il n'y a pas Pikachu, là, je veux dire des conneries. Non, Pikachu n'existe pas. Guillaume qui sort. Pikachu, c'est Pokémon, non? Oui, c'est Pokémon. Ouais, mais moi j'ai lu ni l'un ni l'autre, de toute façon. Il y a Sangoku, non? Si. Sangoku, mais il est pas dans la Bible. Vegeta, non, ils sont pas Broly, non, mais il n'y a aucun rapport avec... on va citer des noms de gentils et de méchants, de toute façon, au terme, ils deviennent tous gentils. Freezer. Et c'est des traductions, souvent, c'est en référence à des légumes ou des trucs à manger. Bon. Merci aussi au Club Dorothée, pour ceux qui connaissent. Moi, personnellement, j'ai connu les mangas où j'ai connu... À travers Goldorak. À travers Club Dorothée, et merci Dorothée, sinon je n'aurais pas connu. Bon, si on veut. On est bien... En fait, elle dit la même chose, Maryse. Mais il faut juste savoir qu'elle n'a pas le même langage. Donc, elle a pas le même cerveau que nous, Maryse. Voilà, elle n'est pas dans la même dimension. Donc, elle dit la même chose, mais c'est juste qu'elle est reptilienne, Marie. Donc on a dévié loin là, parce qu'on est parti d'histoire pour arriver sur les mangas, quoique on fait un peu d'histoire de manga, mais merci Hilaris, pardon. Vraiment pour tout ça, tu es passionnant, parce qu'en fait on a l'impression que tu connais plein de trucs. Merci. Non mais c'est vrai, sur plein de... C'est génial. Je crois qu'est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des choses... Ah oui Léa, pardon, tu voulais faire un petit... Elle nous fait un coucou. Ah, tu vas dire au revoir, justement. On fait de la radio, on fait pas de gestes à la radio. Si tu veux y aller, tu vas quand même donner ton actualité. Tu allais rappeler avant de nous dire au revoir, ou est-ce que tu pars comme ça? Non, je vais vous dire au revoir. Alors, mon actualité, je vais publier un article sur la situation de la Tunisie. Donc pour Le Vent se lève, le média pour lequel j'écris, donc disponible en ligne sur leventselève.fr et sur Facebook, Twitter, Instagram et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je serai également les vendredis soirs à la Fabrique de la Nuit à Radio Brume, donc disponible en direct sur vos radios et aussi en podcast sur SoundCloud. Super. Et on va t'écouter. Super. Merci, à très vite. Merci à Salut vous. Léa. Je profite aussi du vent pour pouvoir dire au revoir, et donc pour l'actualité, venez le
8 février pour la scène ouverte avec les Wolf Crew, donc au Graines de Star Comedy Club à 19h. Redonne l'adresse. 197 rue Francis de Pressensé. Non, à Villeurbanne. À Villeurbanne. Voilà. Non, parce que des Francis de Pressensé, non, mais c'est vrai. Hein. Il y a Vinicieux aussi, non, mais énormément, puis elle est hyper grande en plus. Il y en a une à Saint-Fond aussi. Tout à fait. Donc c'est une scène ouverte. Donc j'ai pas dit open mic, ce qui veut dire que tout chanteur, chanteuse de tout horizon, du lyrique, du classique, du rappeur ou pas rappeur, slameur, rappeur ou pas rappeur, ce n'est pas la question. Venez faire découvrir votre univers sur scène. Il y a tout ce qu'il faut. Ça sera en plus en live sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup pour l'accueil. En tout cas, moi, je suis ravie à chaque fois que je viens. Merci Selma, et merci aussi à Non, Iléris. Non, mais en plus, j'aime beaucoup ce prénom. Il a une signification? Bah, oui. Ouais. Mais je vais pas vous la dire. Tu vas pas la dire? Tu nous la diras hors antenne. Ça, c'est du teasing. Quand on sera devenu c'est chouette parce qu'on a tous, tous les prénoms de signification. Et... Comme ça, il a l'air assez curieux. Comme quoi, les Français sont très intéressés par l'histoire. Ça, c'est un atavisme national. On aime l'histoire. Quand on va dans les universités populaires, les spectateurs demandent des cours d'histoire et ils sont tous, ils sont extrêmement calés sur l'histoire. Et on voit même dans les succès de librairie, c'est des romans historiques qui fonctionnent le mieux. On aime l'histoire. Vraiment. Mais c'est aussi parce que la République française telle qu'elle s'est installée, c'est aussi construit sa propre histoire, sa grande histoire de la Révolution française. Parce que c'est vrai qu'à partir de 1870, on en a fait des fêtes pour fêter la grande République française. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un peu ce côté un peu chauvin où on aime bien notre version de l'histoire qui parle de nous en grand. Napoléon, un grand conquérant, plus qu'un grand génocide dictateur sur toute l'Europe. Alors, quand on a dit que les Français aiment l'histoire, les Français aiment leur histoire. On est bien d'accord là-dessus. Mais je pense que beaucoup de peuples. Mais effectivement, on a peut-être un intérêt un peu plus. On fait partie du plus vieux continent. Sinon, nous sommes en tous les cas dessus. Le plus vieux continent. Non, c'est l'Afrique le plus. Ouais. Oui, c'est le Zion le principal. Mais ils étaient pas rattachés avec la. Mais normalement, apparemment, et c'est les plaques tectoniques qui se sont défaites. On était tous ensemble avant. Ouais, il faudra qu'on fasse un truc là, une émission là-dessus. Maintenant qu'on a fait histoire, faut qu'on fasse géographie. Faut qu'on fasse une émission. Mais là, les Français sont nuls. Et là, on peut pas être bon partout. On est bon en histoire, on est nul en géo. Et on est bon en bouffe aussi. Ça, on est bon. Mais ça fait partie de notre histoire. Oui. Voilà, ça fait un joli pont. Ça lyonnais. Bon, on va se dire au revoir pour cette 7e émission. J'espère que tout le monde a apprécié. Si vous avez des informations, des observations, vous voulez nous parler, vous pouvez poster vos remarques. Vos remarques, vos commentaires. Et donc, vous retrouvez tout ça sur le ccc-media.fr ou sur notre Facebook CCC Media. Voilà, à très vite. À bientôt. À bientôt.